Très bien, merci. C'est une période un peu compliquée puisqu'on ne peut pas aller dans l'eau, on ne peut pas se mouiller. Donc c'est un petit peu dur, mais tout va bien. Je dois avoir fait à peu près 3500, 4000 plongées. Donc euh, j'en ai eu plusieurs de marquantes. Je me souviens comme ça de ma première fois, ma première rencontre avec une baleine. Donc quand j'ai croisé une baleine et son baleineau, ouais, on s'est regardé et je suis sûr qu'on a échangé, quoi. Ça a duré 30 secondes, mais j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Après j'ai des plongées aussi, par exemple, il y a 3 semaines, j'ai eu la chance, juste avant le confinement, de pouvoir partir une semaine en mer Rouge. Et puis là, on a plongé sur un site, j'étais avec mon épouse, et on a plongé sur un site des anciennes cages qui sont dans 10 mètres d'eau, enfin des cages qui avaient été mises pour repeupler un petit peu, enfin pour tester des modules de repeuplement. Et puis en fait, qui sont remplis de vie, qui sont mais vraiment, qui sont d'une richesse incroyable. Et puis au-dessus de ces cages, il y avait 4 juvéniles de platax. Donc on a plongé plusieurs fois sur ce site et ils étaient là à chaque fois. Et puis quand on arrivait sur le site, ils venaient nous voir en fait, ils venaient nous chercher, ils venaient vers nous. Donc c'est des platax, c'est des poissons qui sont vraiment magnifiques. Et puis ils tournaient autour, curieux je suppose parce qu'ils sont jeunes, puis peut-être inquiets parce qu'ils avaient peur qu'on vienne sur leur territoire. Mais en tout cas, ils venaient, ils tournaient autour de nous. C'était vraiment des moments magiques, quoi. C'est juste des cages en fer en fait, c'est des morceaux de ferraille qui sont montés. Après, souvent, on essaie de planter de remettre un petit peu de coraux, des boutures pour voir si ça marche ou pas. En l'occurrence, là, Macadie, ils ne l'ont pas fait. Juste à côté de ça, ils ont mis des gros plots en béton aussi qui étaient percés de plusieurs côtés. Ça fonctionne moins bien. Apparemment, il y a moins de vide sur ces cages, mais il y a un problème peut-être aussi d'implantation. Elles ne sont pas mises au même endroit dans la baie. Les plots de béton sont mis beaucoup plus près du bord, donc il y a plus de bateaux, plus de contraintes sonores. Il y a des associations qui travaillent sur les types de récifs immergés et leur intérêt en fonction des formes qui sont proposées. Euh, Après, c'est quelque chose aussi qui doit se faire de manière raisonnée et réfléchie. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je me souviens que il y a, il y a longtemps encore, mais je me souviens qu'à un moment, tout le monde voulait balancer des vieux pneus usagés sous l'eau en disant que ça allait servir de récif. Et puis on s'est rendu compte que pas du tout, ça fonctionne absolument pas. Et puis résultat, on se retrouve avec des, des dizaines et des dizaines de milliers de pneus qui sont sur la Côte d'Azur, là sous l'eau, et qui en fait vont libérer à un moment des substances toxiques à long terme, donc qu'il faut enlever à tout prix. Donc là encore une fois, il faut réfléchir à ce qu'on fait. le spectacle, le spectacle est toujours extraordinaire, c'est toujours magique. Je me souviens de plonger dans la Forme 4 dans le port de Dunkerque où je me suis arrêté devant des petites étrilles, des petits crabes, des petites anémones. Enfin, c'était vraiment fantastique. Et pourtant, on était dans 7 mètres d'eau en plein milieu du port de Dunkerque. Et c'était génial le spectacle. Enfin, moi, j'ai jamais été déçu parce que je voyais déçu parce que je voyais sous l'eau de la nature. Après, de l'impact de l'homme, évidemment, il y a eu des déceptions, mais pas parce que m'a apporté la nature. Donc oui, il y a cette dimension-là, spectaculaire. Après, il y a aussi le fait d'être en apesanteur. Quand on est dans l'eau, on flotte, on vole complètement. Et puis le fait d'avoir une respiration différente, ça te transforme toi. Et puis surtout, je trouve que quand on plonge et quand on a mis de côté toute la partie technique parce qu'on a plongé suffisamment, tout simplement, et ben, à ce moment-là, on a un rapport au temps et à l'espace qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le temps le temps passe pas du tout à la même vitesse pour la nature, pour les animaux et pour nous. Et ça, c'est une dimension que je trouve particulièrement géniale, c'est-à-dire que on voit des poissons qui sont posés, nous on va passer, ça va durer 30 secondes, une minute, et puis eux vont rester pendant 1 heure toujours au même endroit parce que ils sont en train de surveiller leur territoire de chasse ou d'attendre un partenaire ou en train de se réchauffer tout simplement parce qu'ils se sont mis un peu plus haut. Enfin bref, il y a à chaque fois un rapport au temps qui est complètement différent et bien sûr aussi un rapport à l'espace. Et ces dimensions-là, je trouve qu'elles sont extraordinaires. Non, non, Ah, non. C'est-à-dire qu'à l'échelle, moi, je dois faire à peu près 200, 250 plongées par an. Et sincèrement, j'ai pas vu d'impact direct des changements climatiques. Par contre,
Par contre, en 35 ans, oui, j'ai vu certaines espèces qui étaient présentes à un moment, qui ne l'étaient plus, et puis qui revenaient à un autre moment. Donc ça, c'était plutôt des bonnes nouvelles. Je me souviens, il y a 20-25 ans, de mes premières plongées en mer Rouge, on voyait souvent des napoléons, par exemple, des gros poissons avec une bosse sur le crâne, là. Euh, et puis, on en voyait nettement moins il y a quelques années, et puis maintenant, on commence à en revoir à nouveau. Mais ça, je ne peux pas garantir que c'est lié uniquement au changement climatique. Ça peut être aussi un cycle de vie, puisque on n'a pas ce même rapport au temps. Euh, donc, d'impact direct du réchauffement climatique, sincèrement, j'ai peut-être la chance de plonger à des endroits où c'est pas marqué ou peu marqué, en tout cas. C'est même un petit peu plus ancien que ça. Ça fait déjà 15-20 ans qu'on a vraiment un nombre de plongeurs qui est important, des gens qui voyagent. On a des évolutions dans les équipements qui ont été vraiment importantes, qui ont impacté de manière importante. Là, dans les années 90, on a eu le développement des gilets stabilisateurs qui permettent de maintenir sa flottabilité quelle que soit la profondeur, et puis qui ne nécessitent plus de savoir palmer. Donc, il est plus nécessaire de faire des longueurs et des longueurs de palmage dans une piscine ou d'être un ancien militaire pour pouvoir faire de la plongée. Donc ça, c'était une transformation vraiment importante. Après, l'autre évolution technique importante dans les équipements, c'est les ordinateurs de plongée qui permettent de planifier sa plongée et puis d'avoir une plongée, de gérer sa décompression, son élimination d'azote. Donc ça aussi, ça a eu un impact vraiment important et conséquent. Et maintenant, c'est des équipements qu'on utilise, que tout le monde utilise, dont on ne se passerait plus. Du coup, comme on a eu plus de plongeurs, il y a des conséquences derrière tout ça. Comme on a eu plus de plongeurs, on a eu aussi des gens qui passaient des brevets de plus en plus vite et qui avaient de moins en moins d'expérience. Et du coup, on a eu à un moment, et la tendance, j'ai l'impression, est en train un petit peu de s'inverser, mais on a eu beaucoup de plongeurs qui ne maîtrisaient pas complètement les techniques de plongée et donc qui avaient un impact direct sur les substrats qui étaient conséquents. Les coups de palme, le corail qui était cassé à droite à gauche, on en voyait vraiment beaucoup plus souvent. On en a vu souvent parce que des plongeurs manquaient d'expérience ou des plongées qui devenaient techniquement compliquées, enfin, qui étaient rendues compliquées parce que d'un seul coup il y avait un peu de courant, parce que d'un seul coup la mer se formait un petit peu. Voilà, c'est des choses il y a 20 ans, les plongeurs étaient confrontés à ça, mais ils pouvaient le maîtriser par leurs compétences physiques. Maintenant, un petit peu moins. Du coup, on est obligé de sécuriser beaucoup plus l'activité. Non, non, je pense pas. Je pense que les équipements ont vraiment bien évolué. Il y a encore des progrès à faire, mais vraiment, on a de quoi faire des plongées en sécurité et qui préservent l'environnement maintenant avec les équipements dont on dispose. Donc, je ne pense pas que l'évolution fondamentale, elle vienne sur les équipements. Par contre, oui, sur les formations. Alors, c'est pas de durcir les niveaux 1, durcir les niveaux 2. C'est simplement apporter une autre sensibilité. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du palmage. Continuer à apprendre pour des niveaux 1 comment avoir un palmage académique avec la jambe qui est tendue mais pas complètement raide. Euh, ça, Ça garde du sens quand on est amené à plonger dans du courant, quand on est amené à se déplacer un petit peu vite à un moment. Mais par contre, je trouverais beaucoup plus intéressant d'axer l'apprentissage du palmage sur des techniques comme du frog kick, c'est-à-dire qu'on relève les genoux pour avoir les palmes qui sont quasi parallèles au sol, ce qui veut dire qu'on ne va pas soulever de substrat. C'est des techniques qui sont prises sur les plongeurs, qui ont été piquées aux plongeurs spéléo. Donc on est plus, pour moi, on a encore des évolutions et des changements à faire sur les contenus qui sont propres à chaque niveau, sans pour autant que ça aille vers un durcissement, mais plus sur une approche un petit peu différente. 80% des impacts directs sur le corail avaient lieu dans les 10 premières minutes de plongée, on va dire. Ça veut dire que finalement, quand on est guide de palanquet maintenant, quand on emmène des plongeurs sous l'eau, on doit garder ça en tête pour faire une première partie de plongée où on laisse le temps aux gens de redevenir plongeurs. On a un changement de son schéma corporel, on a des nouveaux appuis à trouver quand on est dans l'eau, et plus on plonge, plus on le retrouve vite, mais quand on plonge, quand on fait 8 ou 10 plongées par an, ce qui est à peu près la moyenne que font les plongeurs, en tout cas en France,
on a besoin d'un peu plus de temps pour retrouver cet équilibre. Et du coup, on pourrait imaginer presque des zones de démarrage ou tout simplement faire plonger nos plongeurs, quand on emmène des plongeurs, au lieu d'être à 50 cm du substrat pour voir les petits nudibranches et les petites bêtes ou les petits trucs sympas, et ben on attend de les voir un peu plus tard et on commence à être à 2 ou 3 mètres simplement pour retrouver de l'équilibre qui limiterait vraiment les impacts directs sur le milieu. Je le vis pas si mal. Je regrette que ça soit un des plus polluants. Alors, c'est essentiellement un des plus polluants en termes de bilan carbone parce que les plongeurs qui sont souvent passionnés sont amenés à se déplacer souvent et donc à prendre l'avion souvent, ce qui font qu'ils ont un impact carbone qui est vraiment catastrophique. Je pense qu'ils sont juste derrière les sports mécaniques et largement devant toutes les autres pratiques sportives. Donc, oui, il y a cet impact sur la pollution. Comment je vis ce paradoxe? Parce que quand on va sous l'eau, quand on est sous l'eau, on se reconnecte au monde. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé que les gens qui vont plonger, qui font une plongée, une belle plongée, quand ils sortent de l'eau, ils n'ont qu'une envie, c'est de préserver le milieu qui a bien voulu les accueillir momentanément. On est générateur de pollution, mais comme toute pratique humaine. Et puis, si jamais on arrive à mesurer l'impact qu'on a, donc il y a vraiment une question aussi de mesure de son impact, eh ben, on peut déjà essayer de le réduire et puis éventuellement après de le compenser. Et donc, moi, mon paradoxe de plongeur, c'est que oui, je fais de la plongée, oui, c'est une activité qui est polluante, hein, mais en même temps, les images que j'ai ramenées, les sensations que j'ai éprouvées, les échanges que j'ai eus autour de ce voyage avec plein de gens, je pense que ça, et j'espère que ça a donné envie aux gens de préserver l'environnement et d'y attacher de l'importance. C'est-à-dire que, évidemment, on pourrait dire, OK, eh ben, on plonge plus, on évite complètement. On peut dire aussi, oui, mais non, on continue à plonger. Par contre, on plonge de manière responsable. On fait une plongée responsable, alors éco-responsable. Et puis là, on va avoir un impact positif qui va d'une certaine manière compenser le désagrément qu'on peut apporter. Enfin, pas le désagrément, mais les impacts négatifs qu'on peut avoir. Ça peut être l'utilisation de bacs de rinçage pour le matériel, ça peut être l'achat de matériel qui ne viennent pas de produits dérivés du pétrole, comme le néoprène par exemple. Il y a des néoprènes qui existent à base de bambou par exemple. Alors ils sont trop chers, c'est clair, mais c'est peut-être l'avenir. Et puis il y a des produits de substitution qui peuvent exister. On peut vraiment réduire son impact. On peut aussi choisir de faire des déplacements avec des vols sans escale. C'est plutôt plus agréable, mais ça coûte un peu plus cher aussi. Donc il y a tout ça à mettre en balance à chaque fois. Donc on peut réduire vraiment son impact en tant que plongeur. Et puis on peut aussi, c'est le troisième point du triptyque, c'est le compenser. Donc pour compenser, il faut déjà mesurer ce qu'on fait. Il faut aussi après le compenser soit par des engagements dans des associations, soit par des diffusions d'informations, soit en portant la bonne parole. Il y a plusieurs manières de compenser l'impact qu'on peut avoir, sachant qu'on n'ira jamais jusqu'à une compensation de destruction d'une espèce, évidemment, parce que c'est incompensable. Dans le livre qu'on a écrit avec Bruno Villalba, un des leitmotifs qui revient systématiquement, c'est chaque coup de palme compte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met dans l'eau, déjà le fait d'arriver, l'organisation du voyage, la manière dont on organise tout ça, la manière dont on se met à l'eau, et puis ce qui se passe sous l'eau, ça a forcément des conséquences. Et donc l'important, c'est déjà de mesurer tout ça pour pouvoir faire des choix après. Chacun est toujours libre de choisir ce qu'il a envie. Si jamais on mesure les conséquences de choix négatifs, on en fera, j'espère, de moins en moins, voire plus du tout. Donc moi, je vais 2-3 fois par an en mer Rouge. Je vais aussi un petit peu ailleurs dans le monde quand je peux, évidemment. Et puis je plonge aussi tous les ans, tous les étés, je travaille dans une structure en Méditerranée et on a la chance d'être dans une réserve naturelle. Et c'est clair que le choix d'avoir des réserves, d'avoir des gardes qui garantissent certaines pratiques est fondamental. Je plaide vraiment pour la constitution et l'agrandissement des réserves sous-marines. Parce que c'est clair que là, la réserve dans laquelle je plonge depuis une vingtaine d'années, tous les ans, c'est de mieux en mieux. On voit de plus en plus de choses. Par exemple, le mérou, qui à un moment a failli disparaître il y a une quinzaine d'années en Méditerranée, donc il y a eu un moratoire sur
sur le Mérou. Moi, quand je plonge dans la réserve, sur les sites en question, on en voit 5, 6, 10 par plongée, on en voit de plus en plus. On voit il y a des petits, il y a des juvéniles, enfin bref, il y a des plus gros, il y a des gros mâles qui sont là, il y a des femelles, enfin bref, on voit que l'espèce, en tout cas à l'intérieur de cette réserve, elle est sauvée, c'est clair. Si ça pouvait être une réserve partout, ça serait bien, mais je sais bien qu'il y a d'autres enjeux économiques. Après, à chaque fois que j'ai plongé sur des récifs artificiels, on a plongé aussi à Bali sur des récifs comme ça, la densité de vie, elle était extraordinaire. Donc moi, je plaide aussi pour l'immersion et des évolutions de la réglementation sur l'immersion de récifs artificiels. Oui, bien sûr, à l'échelle du monde, il y a des pays qui ont des priorités qui sont différentes. Après, on peut avoir un peu d'espoir parce que on se dit que finalement, il y a des perspectives économiques. On a la même chose avec les préservations des grands prédateurs comme les requins. On sait que si jamais on tue un requin, on va vendre ses ailerons, ça va ramener l'équivalent de 50 000 $. Si jamais on fait venir des plongeurs, qu'on montre des requins, ça va générer 250 000 $ sur une année, et ça sur 10 ans. Donc il n'y a pas photo entre les deux. Donc à un moment, c'est être capable de proposer des alternatives aux pêcheurs locaux, mais qui font ça de génération en génération. Donc c'est quelque chose qui se construit, qui ne peut pas se faire d'un seul claquement de doigts, ça se construit ensemble avec eux, et mettre en place des alternatives. Après, on va dire peut-être que la petite île perdue d'Indonésie, où on avait juste quelques pêcheurs qui pêchaient un requin de temps en temps, va voir débouler des touristes, des plongeurs qui vont générer des déchets qu'on ne saura pas gérer, comme par exemple aux Maldives, où on a des îles poubelles parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets qui sont produits par les touristes. Ça va générer d'autres problèmes. Il n'y a pas de solution simple, sinon on l'aurait appliqué depuis belle lurette. J'ai deux associations en tête, j'en ai trois en fait. Donc, la première, c'est Longitude 181 Nature. C'est une association qui est portée par Patrice Bureau, c'est son directeur, et puis son président d'honneur et fondateur, c'est François Sarano, qui est un océanologue qui a travaillé avec Cousteau et qui est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Et donc l'association Longitude 181 Nature fait des choses vraiment importantes pour l'environnement. C'est eux qui ont inventé, diffusé depuis maintenant 15 ou 20 ans déjà la charte internationale du plongeur, une charte de bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut être un plongeur responsable avant de plonger, pendant la plongée et après la plongée. Donc là, vraiment, ils ont des actions aussi tournées vers l'éducation dans des écoles. Donc Longitude 181 Nature, c'est une asso qui est vraiment dynamique et qui propose des très jolies choses. Il y en a une deuxième, c'est Un océan de vie. Ça s'appelle Un océan de vie, c'est René Euzet. René Euzet, c'est le réalisateur du film Océan, Planète Bleue. Donc, c'est un des plus grands réalisateurs sous-marins. C'est un vidéaste sous-marin c'est le plus haut niveau dans les vidéastes sous-marins. Et lui, il a créé une association en fait, où il vend des filets bleus. Enfin, il propose des filets bleus, des petits filets où l'idée, c'est que si chaque plongeur qui s'immerge n'enlève ne serait-ce qu'un déchet pour chaque plongée, on arriverait à nettoyer la mer. Enfin, c'est l'idée générale. Et en tout cas, c'est donc de faire du ramassage de déchets et puis aussi beaucoup de sensibilisation dans les écoles. Après, il y en a une troisième sur les sciences participatives qui est intéressante, qui s'appelle Nature Dive, qui font des choses vraiment, ou Septentrion Environnement aussi à Marseille, qui font vraiment des choses très sympas sur tout ce qui est sciences participatives. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de compensation. Par exemple, dans la compensation, on peut décider d'aller donner de son temps, puisque c'est quelque chose que tout le monde possède et qui a de la valeur, du temps, d'aller donner de son temps pour aider ses assos, pour compter les œufs de tortue, pour aller nettoyer, pour sensibiliser. Voilà. Donc, moi, je suis assez sensible à cette démarche-là de faire participer les gens, d'être acteurs à un moment, parce qu'à partir du moment où on a passé ne serait-ce que quelques heures sur une plage à ramasser des déchets, ça veut dire que plus jamais on en jettera. Voilà. Et moi, j'y crois aussi bien au bout du monde à 100 mètres de la maison. Voilà. Mais moi, je les invite à plonger beaucoup, plonger bien, plonger plein, c'est ce qu'on dit. Donc, plongez beaucoup, régalez-vous, quel que soit l'organisme, ça n'a pas d'importance, que ce soit la Fédération française de plongée, la NMP, le syndicat des moniteurs pro, que ce soit PADI, les Américains. Tout le monde maintenant a une sensibilité, alors pour des raisons sûrement variées et pas différentes,
Mais en tout cas, tout le monde a une sensibilité sur une plongée responsable et une plongée verte. Et je trouve que le plus important, c'est de passer du temps sous l'eau. Parce que quel que soit l'organisme qui vous encadre, quel que soit le mode de plongée, plus vous passez de temps sous l'eau, plus vous allez être forcément conquis par ce que vous allez voir et ce que vous allez vivre. Donc, plonger, plonger, plonger.